Dallas, ton univers impitoyable. Moi, j'adorais JL. Dallas. Glorifie la loi du plus fort. Les vraies voix sur Sud Radio avec la plus américaine d'entre nous, Trina McDean. Oui, elle est là. Et non, c'est pas Trina McDo, hein, c'est Trina McDean. Ça n'a rien à voir. Philippe Binger, le JR Ewing des vraies voix, justement. Voilà, la brute. Je m'étais pas trompé, évidemment. Philippe Rossi, c'est le Bobby Ewing des vraies voix. Le gentil. Oui, c'est le gentil. Le plus beau, c'est le gentil. apparemment. Et le plus beau aussi, oui, Non, c'est vrai. Dans le feuilleton, en tout cas. Dans le feuilleton, oui, compris, c'est ça, oui. Jean Dorido, le docteur de Swellen, bien sûr. Tout le monde se souvient du docteur de Swellen. Voilà. Et puis, bien sûr, notre débat, alors que Macron et Trump se sont vus à Londres cet après-midi, ou à côté de Londres plutôt, à l'occasion du sommet de l'OTAN, eh bien, on vous pose cette question. Champagne, Roquefort, savon made in France dans le collimateur de Donald Trump. Le président américain menace de taxer nos produits à 100%, mesure de représailles à la taxe française sur les GAFA. Question, Macron peut-il remporter son bras de fer face à Donald Trump? On vous attend au 0826 300 300 pour en parler, bien sûr. Et puis, les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours non et ça augmente. On vient de passer de 82 à 83%. On a Rollin qui nous dit Trump peut toujours taxer le vin et le fromage. Les plus embêtés seront les épiceries fines américaines. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Henri Landès, américain pur jus à la base, est toujours avec nous, bien évidemment. Et puis il a écrit sur Trump, alors il va pouvoir évidemment participer à notre débat. Mais oui. Voilà. Alain Bachino est également avec nous au téléphone, vigneron dans le Var. Bonsoir. Bonsoir. Guy Hervier, journaliste, auteur d'un blog sur la politique américaine et auteur du livre Great America, Great New York. C'est chez quel éditeur? Macha Publishing. Voilà, il l'a bien dit. Hein. Ouais. Tout américain. Tout américain. Ah, yes. Ouais, on sent qu'il aime ça. Hein. Bon, on va en parler dans un instant. Oui, peut-être qu'il connaît son sujet, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Ça ne va pas nous déplaire, bien évidemment. Tout d'abord, Alain Bachino, qui est donc avec nous, vigneron dans le Var. Tiens, avant de commencer et de parler de Trump, vous êtes viticulteur dans une région qui a été particulièrement touchée ces derniers jours par les intempéries. Dans vos vignes, comment ça se passe là? Ça va quand même? Écoutez, ça va, c'est en période de repos végétatif, mais c'est vrai que, bon, avec ces intempéries, le vignoble a subi sur certains secteurs quelques dégâts. Donc il y a du palissage à redresser, mais voilà, bon, c'est surtout les cultures autres, le maraîchage et l'horticulture qui ont pris l'élevage également, hein, qui se situe un peu plus proche des cours d'eau et sur la terre fertile, qui ont essuyé vraiment des graves difficultés. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite évidemment le meilleur par rapport à ça, et surtout on souhaite évidemment qu'il n'y ait plus d'épisodes méditerranéens. Maintenant, ça commence à bien faire. Tout le monde en a un peu ras-le-bol. Mais le réchauffement climatique n'y est pas pour rien. On l'a dit hier dans un de nos débats, bien évidemment. Alain Bachino, pour parler des dégâts, justement, il y a les dégâts que sont les déclarations, ou que peuvent être les déclarations de Donald Trump. Vous vendez beaucoup de vin, vous, aux États-Unis ? Ben écoutez, personnellement, moi, je suis sur un marché très local, mais pour autant, les vins de Provence se représentent quand même une part importante aux États-Unis. On a la part des États-Unis sur l'export, c'est quand même 40%. Donc c'est le numéro 1, c'est le pays qui compte 40%, ah oui, c'est énorme. 40% les États-Unis par rapport aux autres pays, donc c'est le numéro 1 hein, de la part export. Oui. Et la part export aujourd'hui pour les vins de Provence, elle représente plus de 35% aussi sur l'ensemble des vins, donc le national en ne représentant que 65%. Donc c'est du rosé, c'est du rosé essentiellement. Essentiellement du rosé, hein, la part de rouge commence petit à petit à augmenter puisque le vignoble de Provence acquiert une certaine notoriété aujourd'hui. Donc aujourd'hui on commence effectivement à trouver un marché aussi pour les rouges. Mais c'est vrai que voilà, ce problème tombe assez mal aujourd'hui où les ventes des vins de Provence progressaient très fortement aux États-Unis. De combien à peu près? De combien? Elle progressait? Elle progresse toutes les années de l'ordre de 10 à 20 à 15%, voilà, depuis 3-4 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, pour nous, les États-Unis, c'est un marché relativement important.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas trop inquiet non plus, puisqu'on a quand même un niveau de notoriété, une reconnaissance. Les Américains adorent le vin de Provence, donc c'est ça qui nous rassure un petit peu. Hein. C'est pas pour quelques scènes de plus que pour autant, ils vont se détourner de nos vins qu'ils adorent. Mais pour autant, c'est vrai que 25% de taxes en plus, ça fait réfléchir. Et alors, c'est vrai qu'on ce que l'on disait vendredi, puisque nous étions à Bergerac, à la nouvelle maison des vins pour notre émission justement, on disait que beaucoup de vins arrivaient quand même à partir aux États-Unis dans des conditions qui étaient plutôt bonnes, dans la mesure où ce qui est concerné par la taxation récente pour les vins, c'est les vins qui font 14 degrés et plus. Donc si on est un peu en dessous, a priori, on n'a pas trop de difficultés pour vendre son vin aux États-Unis alors qu'il est. Déjà. Ce sont les vins au-dessus des 14 degrés qui ne subissent pas la taxation. Donc aujourd'hui, au-dessus de 14 degrés. Au-dessus de oui, 14 d'accord. degrés. On avait compris le contraire, mais non, c'est pas grave. Du tout. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai. Donc est-ce que ça peut protéger certains vins et certains. Bon, on comprend pas trop non plus le sens de la démarche de Donald Trump une fois de plus. Pourquoi on protège les alcools forts au détriment des vins qui sont quand même largement en dessous de 14 degrés. Maintenant vous avez effectivement des vins qui dépassent les 14 degrés. En Provence, il y a beaucoup de vins qui sont à 14,1, 14,2. Mais ceci dit, pour les rosés, effectivement, il vaut mieux se situer en dessous des 14 degrés. On n'a pas de bons rosés quand même quand le degré est trop fort. Voilà. Dites-moi, Alain Bachino, si Trump passe à l'acte, augmente de 100% les taxes, ce sera impossible de continuer de vendre du vin aux États-Unis, à votre avis ? Bien sûr que ce sera possible. C'est vrai qu'on a fait un gros travail sur l'image. Ça sera possible quand même. Ça sera possible. Les Américains. Mais à quel prix ? Provence, les prix vont. On est quand même pas aussi cher aujourd'hui malgré tout on est à peu près à égalité avec les vins californiens. Donc c'est vrai qu'on sera encore en concurrence avec eux. Mais je pense qu'effectivement le problème se situera pour les vins qui sont vraiment en entrée de gamme, les premiers prix. Voilà, au niveau des vins de Provence, on a quand même une autorité bien établie. Donc on espère malgré tout qu'on va passer le cap et voilà, on espère que justement les négociations entre le président français et le président américain débouchent sur un accord, parce que c'est vrai qu'on est habitué, dès qu'on fait de l'export, à avoir des aléas politiques qui font que on a des aléas climatiques, ça malheureusement on n'y peut rien, mais face aux aléas politiques, ça on attend un peu de bon sens et de réflexion entre des pays comme la France et les États-Unis, où quand même malgré tout les échanges et les discussions ont plutôt toujours été cordiales. Et là voilà, donc on espère avec Trump c'est pas facile, ça c'est sûr. Bon, on va continuer d'en parler. Oui. Jean Dorido, vous aviez une réflexion à faire par rapport à ce qui se passe là. Un soutien total à nos viticulteurs, bien sûr, et à notre président, qui a tout à fait raison de ne pas se laisser faire. Les GAFA gagnent énormément d'argent sur notre territoire. Il faut rappeler ce que c'est. Google, Amazon, Facebook, Apple. Donc ce sont des compagnies qui, dans le digital, engrangent des profits absolument colossaux et qui, par des espèces d'acrobatie fiscale, ne payent absolument rien, quasiment, comme impôt et comme taxe chez nous, et c'est tout à fait inadmissible. Et heureusement qu'on a un président qui ne se laisse pas faire, et même si bien sûr cela crée des contraintes, il est absolument essentiel il ne se laisse pas faire, mais il paraît quand même, il apparaît un peu petit bras, Macron. Écoutez, il a réitéré ses propos aujourd'hui manifestement sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN. Il a confirmé qu'il l'avait bien dit, et il me semble que c'est plutôt une bonne chose d'avoir un président. Ça nous avance à quoi, je ne sais pas. Ça rappelle que la France est un grand pays qui a encore son mot à dire. Je suis pas sûr que ça fasse plus briller la France, moi. Je ne suis pas de votre avis, Jean. Pourquoi est-ce que le verbe solitaire de De Gaulle était écouté ? Il avait une histoire derrière lui. Aujourd'hui, il est facile pour le président de prendre des positions qui sont de plus en plus solitaires et de moins en moins approuvées en Europe et dans la vie internationale. Et je rejoins ce que j'ai cru comprendre dans la pensée de Christophe, c'est petit bras. C'est une pensée complexe. Non, obligatoirement petit bras. Et dans le rapport de force entre les États-Unis et la France, évidemment, cette parole solitaire ne fait pas le poids. Vous citez Philippe, le général de Gaulle, qui avait coutume de dire que l'intendance suivra, et coûte que coûte, il faudra bien que l'intendance suive. La France n'est pas petit bras, elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une puissance internationale. Il y a quelques pays comme ça dans le monde. Quand j'étais gamin, on était la 5e puissance mondiale. Aujourd'hui, on est la 7e. Donc la nous puissance sommes la 7e. française. Il y a combien de pays ? Rappelez-moi, il y a combien de pays, combien d'États dans le monde ? Faut pas nous dire que ça va mieux. Nous restons un très grand pays, c'est important de s'en souvenir. Philippe, de toute façon,
Trump, il n'y a aucune négociation parce que Trump ne va pas écouter Macron. Il va l'entendre, mais il ne va pas l'écouter. Trump a toujours fait ce qu'il a voulu et il a toujours fait ce qu'il a dit. Donc, c'est le principe de la bagarre de toute façon. Voilà, ils vont se chamailler comme ça. Allez, le spécialiste est avec nous. Il y en a même deux d'ailleurs. Guy Hervier, Donald Trump a dit cet après-midi, la surtaxation, nous ne la voulons pas, nous ne voulons pas y arriver, mais, a-t-il ajouté, on ne sait jamais. Il dit ça après avoir jeté quand même ce pavé dans la mare, qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui. Comment vous analysez ces déclarations ? Je les analyse comme les déclarations que fait Donald Trump habituellement, c'est-à-dire qu'il les fait sans consulter qui que ce soit. Quand il s'agit de sécurité nationale, il le fait sans consulter les agences de renseignement. Il balance un tweet et son ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense ne sont même pas au courant. Donc c'est la méthode habituelle. Cette méthode, il l'utilise à chaque veille tout le temps. De grands rendez-vous internationaux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il a obtenu depuis qu'il est là quand même, Bon, je dirais que effectivement, je partage les inquiétudes du vigneron que vous avez interviewé tout à l'heure. Alain Machineau qui est avec nous au téléphone. Il a utilisé deux mots, il a utilisé bon sens et réflexion dans les discussions entre les chefs d'État. J'ai l'impression que diplomatie, en tout cas du côté américain, le grand cirque de la diplomatie, c'est assez difficile. Pour répondre à la question que vous posez, que ce soit Macron, que ce soit un autre président français, je pense que de toute façon, la question telle qu'elle est posée au niveau français, elle est quasiment pliée. Je pense qu'on sait bien qu'il faut replacer tout ça dans un contexte plus général de négociation et que de ce point de vue-là, effectivement, il serait beaucoup plus efficace d'avoir une réponse européenne à ce problème qu'une réponse française. C'est tout notre problème. Et là, c'est si on prend, c'est une mesure de rétorsion contre ces taxations contre les GAFA. Effectivement, les GAFA gagnent beaucoup d'argent. Elles se localisent principalement, elles ont leur siège en Irlande. Et pourquoi elles ont leur siège en Irlande alors que l'Irlande fait partie de l'Europe? Parce que l'Irlande a un système fiscal qui est extrêmement... C'est un paradis fiscal pour les entreprises. Donc je dirais que finalement, on devrait balayer devant notre porte. C'est-à-dire qu'on devrait faire un certain nombre de choses qui permettraient à l'Europe de réagir correctement. Je dirais que de ce point de vue-là, l'Europe commence à bouger dans le domaine du numérique, puisque c'est quand même un domaine qui est en pointe et qui nous intéresse beaucoup, sur lequel les Américains sont extrêmement puissants et performants. On a mis en place le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Au début, beaucoup de gens riaient. Toutes les entreprises qui sont présentes en Europe sont obligées de s'y plier et ça commence à devenir quelque chose d'important. Si important que la Californie est en train de mettre en place un système comparable. Ah oui. Donc ça c'est la première chose. On a mis des amendes et d'ailleurs Google a eu une amende à payer par la CNIL de 50 millions d'euros. Donc c'est pas énorme pour eux, c'est un peu la goutte d'eau quand même dans l'océan. L'Europe aussi, la commissaire à la concurrence Madame Versace, elle a quand même retoqué un certain nombre de grandes entreprises en leur mettant des amendes. Donc je dirais que l'Europe réagit de ce point de vue-là. Mais ce qui serait mieux aussi, c'est que l'Europe soit capable de développer elle-même des champions européens du numérique. Ça évidemment. Allez, on poursuit le débat dans un instant. Make our planet great again. Champagne, Roquefort, savon made in France dans le collimateur de Trump. Le président américain menace de taxer nos produits à 100%, menace de représailles à la taxe française et européenne sur les GAFA. Et cette question, Macron peut-il remporter son bras de fer face à Donald Trump? On vous attend au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et les réseaux sociaux, Trina. Nos auditeurs toujours pensent que non et ça augmente encore. On est passé à 85%. Allez, ils sont défaitistes, nos auditeurs sur Sud Radio. Mais non, il ne faut pas être défaitiste. On va y arriver. À tout de suite dans Les Vraies Voix. Christophe Bordet. Splendide. La main sur le cœur, Binger, allez, vous êtes américain comme moi. Ah bon? Non, l'hymne américain, chers amis. Alors bon, on a un américain parmi nous, il se met même pas la main sur le cœur. C'est un scandale, Henri. Il a le cœur sur la main. Il a le cœur pris par quelqu'un, surtout. Non, il a le cœur. Il a le cœur sur la main. Oui, je suis plus auvergnat. Raquette et écolo. Maintenant vous êtes plus auvergnat qu'américain. Voilà. Bon, d'accord. Les Vraies Voix, oui, il est très chèvre. Il est très chèvre. Vous allez faire du fromage bientôt ou pas? Tiens, vous pourriez le vendre aux États-Unis. Vous allez le vendre aux États-Unis, peut-être, non? Votre fromage de chèvre. Ça dépend. C'est vrai que le fromage de chèvre
chèvre, il n'a pas l'air d'être dans le collimateur. Pour l'instant, c'est le Roquefort, donc on ne sait jamais, hein, un petit fromage de chèvre. On est partant pour le goûter. Hein. Je pense que aussi. Donald Trump, il apprécie le fromage de chèvre, donc tout va bien. Ah bon, très bien. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat champagne, Roquefort, savon made in France dans le collimateur de Trump, le président américain qui menace de taxer nos produits à 100%, mesure de représailles à la taxe française sur les GAFA. Et cette question, Macron peut-il remporter son bras de fer face à Donald Trump? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Et les réseaux sociaux, Trina? C'est toujours un grand nom pour le moment, à 85%. Alain Bachinot est toujours avec nous, vigneron dans le Var au téléphone. Et puis Guy Hervier, journaliste et auteur d'un blog sur la politique américaine, auteur du livre Great America, Great New York. Henri Landès, qu'on vient d'entendre, qui va faire du fromage de chèvre, qu'il enverra aux États-Unis peut-être l'an prochain, on ne sait jamais, bien évidemment. Et puis il y a Olivier qui est avec nous au téléphone, au standard. Olivier de Beaucaire. Salut Olivier. Bonsoir. Comment ça va, Olivier? Cette équipe, ça va très bien. Bon. Mais cette question, elle est pour moi, je dis non. Non, parce que Trump, il fait ce qu'il veut. Oui. Et nos produits, de toute façon, ils se vendront, puisque c'est du haut de gamme. Donc, on est les seuls à faire du Roquefort au monde. Donc, je vois pas l'intérêt, mais ça se vendra toujours. Mais moi, je me repose une autre question. Oui. Est-ce que cette histoire de taxes, de surtaxes, il n'y aurait pas des connivences politiques pour des assises en vue des prochaines élections? Parce que je ne crois pas, moi, parce que Trump et Macron s'entendent très bien. Et mettre des taxes et après dire « Ah ben tiens, Macron, il a gagné, ça prouve que c'est un bon président, il faut le garder ». Je me pose la question. Bah, je sais pas ce qu'en pensent les uns et les autres autour de la table. Vous soulevez un lièvre, alors on va voir. Tiens, Guy Hervier, vous en pensez quoi, vous? Non, honnêtement, je pense que ça fait un peu complotiste. En revanche, il est vrai que dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on sait que les fermiers américains qui vendent du soja aux États-Unis votent pour Trump. Ils votent pour Trump. Ils sont largement touchés par ces mesures-là, puisque finalement les Chinois achètent beaucoup moins de soja qu'ils n'en achetaient auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Trump? Il a subventionné les fermiers américains. Je crois on est à près de 30 milliards de dollars pour les fermiers américains. Donc là, pour le coup, effectivement, Trump, il a sa base électorale qui est importante dans tous les fermiers du Middle West, et donc il a trouvé les bonnes mesures, ça c'est clair. Mais il est peu probable qu'en France, on ait des mesures comparables pour les vignerons. Non mais vous voyez, ce qui est quand même très embêtant, d'ailleurs, tiens, je sais pas ce qu'en pense Alain Bachinot, qui est toujours avec nous au téléphone, mais on a le sentiment quand même que les Américains, au moins, on peut en penser ce qu'on veut, mais au moins ils se protègent. Alors que nous, l'Europe et la France, on est incapables, une fois de plus, de nous protéger. Le président Trump dit c'est normal de taxer ou de surtaxer, car il y avait un déséquilibre commercial avec l'Europe. Déséquilibre commercial important, 150 milliards d'excédents européens aux États-Unis. Voilà ce que dit le président américain. C'est quand même normal à un moment que si on se met dans la peau des Américains, on ait envie un petit peu de se préserver et de mettre en avant les produits qui sont fabriqués sur le territoire, non? Aux États-Unis, il y a un président et 51 États. Oui. En Europe, il y a 27 pays et chacun il a de sa petite voix. Oui. Et moi, je suis très heureux de l'orientation qu'a pris le débat tout à l'heure. C'est vrai que le président français, il a bien fait d'enfoncer le clou, je le comprends, même si ça nous pénalise. Mais quelque part, que fait l'Europe? Et vous savez, le problème, il est le même côté italien. Comment ça se fait qu'on ne parle pas d'une même voix? Je crois que quand il y a un problème de cette ampleur, de ce niveau, au niveau mondial, c'est vrai que si l'Europe ne parle pas d'une voix, effectivement, je comprends le pessimisme des 80% qui considèrent que Macron n'y arrivera pas. Par contre, d'un point de vue européen, si on avait le même, on a quasiment, je crois, les mêmes problématiques d'un pays à l'autre, surtout Italie et Espagne, mais là, je crois qu'effectivement, il faudrait qu'on enfonce le coup, mais en élargissant aux autres pays. Et là, peut-être qu'on aurait une voie de sortie. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, et je vais poser cette question à Henri Landès, parce que c'est vrai que là, c'est une mesure de rétorsion. Alors, pour l'instant, ce sont que des paroles. On va voir ce qui va sortir, évidemment, de l'entretien d'aujourd'hui entre Macron et Trump. Mais quand même, pourquoi s'en prendre à la France, qui effectivement est favorable à une taxation d'Amazon, de Google, etc., qui ne paie pas d'impôts en France? Il ne s'en prend toujours à la France, Trump. Il ne s'en prend pas à l'Italie, qui a pris exactement la même idée,
l'Espagne a pris exactement la même idée. Enfin, plusieurs pays européens sont sur la même idée, mais ils ne parlent que de la France. C'est quand même incroyable. Donald Trump aime bien la bagarre aussi avec les personnes qui prennent une certaine posture à l'échelle internationale. Emmanuel Macron, il en a plus. Il aime bien ça. Il aime bien d'ailleurs flatter Emmanuel Macron et 2 jours plus tard dire du mal de lui. Emmanuel Macron s'est aussi saisi de l'opportunité de se montrer un peu fort face à Donald Trump quand il a dit « Make our planet great again ». Donc c'est une bagarre qui dure depuis les 3 ans quand Trump est arrivé. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement Donald Trump, il fait 2 choses avec cette taxation sur les produits agricoles français. Il dit, moi je vais protéger nos agriculteurs américains. Les États-Unis sont un pays beaucoup plus protectionniste de son agriculture que les pays européens à la base. Bah oui. Comme la Chine d'ailleurs, et donc l'Europe se retrouve défavorisée dans la concurrence internationale face aux États-Unis et à la Chine. Et en plus, il est en train de dire, moi, je m'en fiche totalement de l'Europe. L'Europe représente le multilatéralisme, la coopération, toute cette chose qui est très coûteuse, qui est très bureaucratique, que lui n'aime pas, qu'il n'aime pas, et qui est l'inverse de America First. Et il arrive très très bien à parler à sa base quand il fait ce anti-européanisme. Et ce que j'ai envie de dire à nous ici en France sur nos produits agricoles, etc., c'est que le bras de fer à Donald Trump ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a un supermarché ici en France et en Europe pour vendre nos produits agricoles. Je sais bien que l'export, c'est un moyen de mais revenu. l'export, ça fait partie quand même du jeu. On est à l'heure du besoin de relocaliser notre système alimentaire. On n'a pas besoin d'aller vendre, même si les Américains, ils apprécieront toujours les produits français, et fort heureusement, on n'a pas besoin d'aller vendre aux Américains, qu'on laisse les Américains se refermer sur eux-mêmes, et je dis ça en tant qu'Américain, et que nous concentrions sur ici consommer par contre français et consommer notre territoire. C'est un Américain local. qui dit ça, c'est quand même extraordinaire. Non, moi j'aimerais soumettre une petite idée à Macron. Allez, une petite idée pour terminer. Moi, l'argent que je récupère des taxes sur Amazon et les GAFA, j'aurais comblé le manque à gagner de ces vignerons et de tous ces agriculteurs qui vont avoir moins d'argent avec les taxations de ce Donald Trump. Ce qui fait que c'est les GAFA qui vont payer le manque à gagner des vignerons. Oui. Alors Trump a dit une chose très importante cet après-midi, et puis on va clore le débat là-dessus. Il a dit en regardant Macron, c'est pas à vous de taxer les GAFA, c'est à nous Américains de taxer les GAFA. Et il a même rajouté, c'est pas des entreprises que je préfère, mais elles sont américaines. C'était quand même un petit tacle aussi envers finalement les Google, Américains ont des leçons à donner sur leur gestion de la législation pour embêter les entreprises. Là-dessus, ils font preuve d'une ingérence inouïe auprès des entreprises du monde entier. Effectivement, il a dit qu'il ne les aimait pas. Donc, Google, Facebook, c'est un peu bizarre. Amazon, on sait très bien qu'il n'aime pas du tout Amazon. Puisqu'on sait que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est le patron du Washington Post. Donc c'est un ennemi. C'est un opposant. D'ailleurs, il y a une affaire en cours avec le contrat mythique du Pentagone de 10 milliards de dollars qui était allé à Microsoft. Et Amazon est en train d'attaquer le gouvernement américain parce que Donald Trump avait dit non, pas Amazon. Merci à tous d'avoir participé évidemment à ce débat. Le résultat ? America great again. Champagne, Roquefort, savon made in France dans le collimateur de Trump. Le président américain menace de taxer nos produits à 100%. Mesure de représailles à la taxe française sur les GAFA. Question, Macron peut-il remporter son bras de fer face à Trump? Résultat définitif donc sur les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, sans surprise, c'est non pour nos auditeurs votants et on a encore augmenté 86%. Allez, on va se détendre et on va jouer, au roi de l'info. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ma chère Trina, c'est à vous. Première info, plus de 70 000 internautes ont participé à un sondage pour désigner la plus belle cathédrale de France. Laquelle a remporté le titre? La cathédrale de Reims, la cathédrale de Strasbourg ou Notre-Dame de Paris? Alors Strasbourg, je dis. Oui. Oh là là, Binger, quand il parle. Non mais moi, ce que je préfère, c'est quand il parle dans le micro, on l'entend bien, quoi. C'est génial. Mais 4 millions de alors, visiteurs par an. imaginez. Un point pour Binger. Deuxième info. Strasbourg, donc. Oui, la cathédrale de Strasbourg. Deuxième info, lors de sa visite du musée d'Édimbourg, une touriste britannique a fait une découverte incroyable dans une salle d'imagerie thermique. Laquelle? Est-ce qu'elle a découvert qu'elle avait des ciseaux coincés dans le ventre? Est-ce qu'elle a découvert qu'elle avait un cancer du sein? Ou est-ce qu'elle a découvert qu'elle avait un seul poumon? Le cancer du sein. Exactement.
Un point pour Rossi. Ça a permis de diagnostiquer le cancer du sein à temps et d'être sauvé. Elle aurait pu y passer s'il n'avait pas été là-bas. Eh oui. Dorido est nul pour l'instant. Hein. Voilà. En tant que docteur, nous laisse gagner. Et troisième info, Inda, mère de famille de 42 ans habitant la région parisienne, s'est vue proposer un poste pour le moins surprenant par sa conseillère Pôle emploi. Lequel? Employée d'accueil polyvalente dans un hammam libertin, masseuse personnelle du patron d'un grand groupe ou comptable au domicile d'un proxénète? Je dirais la 3, c'est la plus drôle. Masseuse Non. Eh ben, le hammam libertin. Voilà. Et on lui demandait d'avoir des qualités on lui demandait des qualités comme, je cite, la rigueur, le sens des initiatives et un bon relationnel. Ah ben, un bon sens de l'initiative. C'est très important, les initiatives. Bon, écoutez, on va découper la couronne en 3. Voilà. Nous avons. On garde le libertin, on te laisse le hammam. Voilà. Allez, on se partage tout ça. Voilà. D'accord. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.